Imaginez, menottée, humiliée devant sa fille, elle refuse de plier. Amélie Dubois est-elle une victime ou une force que Paris ne pourra jamais oublier? Avant de commencer, un petit geste. Commentez 2 si cette histoire vous intrigue. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et regardez jusqu'au bout pour un choc inattendu. Sous le ciel gris de Montmartre, où les pavés luisants reflétaient les néons des cafés, une voiture argentée s'arrêta à un feu rouge. À l'intérieur, Amélie Dubois, regard fixe, main posée sur le volant, semblait sculptée dans l'ombre. Sa chemise noire, impeccablement repassée, contrastait avec la douceur de ses traits. À ses côtés, Claire, sa fille de 9 ans, tournait les pages d'une bande dessinée, ses petites nattes dansant au rythme de ses mouvements. Pas de musique, pas de bruit, rien pour attirer l'attention. Pourtant, depuis 3 carrefours, une voiture de patrouille, gyrophares éteints, suivait leur ombre comme un fauve traquant sa proie. Les rues de Paris vibraient ce soir-là, pleines de rires venant des terrasses, de l'odeur du pain frais et des notes d'un accordéon lointain. Mais pour Amélie, l'air semblait plus lourd, chargé d'une menace qu'elle sentait sans la voir. Les gyrophares s'allumèrent soudain, un éclat rouge et bleu trouant la nuit. Une sirène hurla, brève, tranchante. Amélie jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. 2 officiers descendaient de la voiture de police, l'un plus âgé, cheveux grisonnants, démarche lasse, l'autre jeune, le regard vif, presque excité. Elle baissa à moitié sa vitre, laissant l'air frais s'infiltrer. Claire releva les yeux, sa bouche s'ouvrant pour parler, mais Amélie posa un doigt sur ses lèvres, un geste doux mais ferme. « Reste calme, ma chérie », murmura-t-elle, sa voix comme un fil d'acier. L'officier plus âgé, Roland Leclerc, inspecteur-chef connu dans le quartier pour son autorité brutale, s'approcha. Son badge brillait sous la lumière d'un réverbère. « Sortez du véhicule. Papier, ordonna-t-il, sa voix coupante comme une lame, assez forte pour faire tourner les têtes des passants. Amélie ne bougea pas tout de suite. Ses mains restèrent sur le volant, immobiles, comme si elle mesurait chaque seconde. « Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez » demanda-t-elle, son ton posé, presque trop calme. Leclerc ne répondit pas. Il s'approcha encore, ses yeux plissés, et tapa du poing sur le capot. « J'ai dit, sortez !» Son cri fit sursauter un couple attablé à la terrasse du café d'en face. Lucie Garnier, une serveuse aux cheveux roux attachés en chignon, posa son plateau et sortit son téléphone. Elle commença à filmer, son pouce tremblant légèrement sur l'écran. Les passants s'arrêtèrent, formant un cercle hésitant, leurs murmures se mêlant au bruit des klaxons lointains. Amélie ouvrit lentement la portière, son regard ne quittant pas celui de Leclerc. « Je veux comprendre. Est-ce un contrôle routier ou suis-je suspecté de quelque chose ?» Le jeune officier, Pierre Vasseur, ouvrit la portière côté passager sans un mot. Claire se recroquevilla, serrant sa bande dessinée contre sa poitrine. Amélie sentit son cœur se serrer, mais son visage resta de marbre. « Ne touche pas à ma fille, » dit-elle, sa voix basse mais tranchante, comme un vent d'hiver. Vasseur hésita, son regard vacillant entre Amélie et Leclerc. Ce dernier, sans un mot, attrapa le bras d'Amélie et la tira hors de la voiture. Elle ne résista pas, mais ses pieds glissèrent sur le pavé mouillé et elle dut s'appuyer contre la carrosserie pour ne pas tomber. « Filmez, allez-y !» cria Leclerc à la foule, son sourire tordu, presque triomphant. « Voilà ce qui arrive quand on ne coopère pas. » Il se tourna vers Amélie, son souffle lourd près de son oreille. « Tu croyais pouvoir rouler ici, avec cette couleur de peau, sans qu'on te remarque ?» Un cri étouffé s'échappa de la voiture. Claire, les yeux écarquillés, fixait sa mère. Amélie tourna la tête, juste assez pour croiser son regard. Pas de peur dans ses yeux, juste une promesse silencieuse. « Je suis là, ma chérie. » Lucie, la serveuse, continuait de filmer, ses mains tremblantes capturant chaque détail. Le badge de Leclerc, la plaque de la voiture, les menottes qui claquèrent autour des poignets d'Amélie. « Mon Dieu, elle n'a rien fait.
murmura un vieil homme à côté de Lucie, son béret penché sur le front. Les étudiants, près de l'arrêt de bus, chuchotaient, leur téléphone levé, transformant l'incident en une vague numérique qui allait bientôt inonder les réseaux sociaux. Leclerc fouilla le sac d'Amélie, jetant son contenu sur le capot, un portefeuille, un carnet, une bouteille d'eau. Il arracha son téléphone des mains et l'écrasa contre le trottoir, l'écran se brisant en 1000 éclats scintillants sous les néons. « Tu crois que ton petit clip va changer quelque chose ?» ricana-t-il, son regard défiant la foule. Vasseur, plus hésitant, ouvrit le coffre de la voiture et fit semblant de chercher, son flashlight balayant l'intérieur. Puis, il se pencha sous le siège passager et en sortit un petit sachet plastique, transparent, rempli d'une poudre blanche. Il le brandit, un sourire nerveux sur les lèvres. « Chef, j'ai trouvé quelque chose. » Les murmures de la foule devinrent un grondement. Lucie zooma sur le sachet, son cœur battant à l'idée qu'elle filmait une mise en scène. Amélie ne dit rien. Elle baissa les yeux vers ses chaussures, des ballerines noires tachées de boue. Les pages de la bande dessinée de Claire s'envolèrent dans la brise, dansant sur le pavé comme des feuilles mortes. « Ils l'ont piégée », chuchota une femme dans la foule, son foulard glissant de ses épaules. « Encore une noire », murmura un autre, la voix pleine de dégoût. Leclerc se tourna vers Lucie, s'approchant d'elle, son ombre couvrant l'objectif. « Baisse ton téléphone. Sans mandat, tu violes la confidentialité de la police. » Lucie recula, mais tint bon. « Et ce que vous faites, c'est légal ?» lança-t-elle, sa voix tremblante mais claire. La foule retint son souffle. Amélie fut poussée dans la voiture de patrouille, les menottes laissant des marques rouges sur ses poignets. Elle leva les yeux une dernière fois, regardant la foule, les lumières de Montmartre, les façades blanches des immeubles haussmanniens. Elle ne dit rien, mais son regard brûlait, comme une torche dans l'obscurité. La voiture démarra, et la vidéo de Lucie s'arrêta à la 47e seconde, juste au moment où Vasseur détourna le visage et Leclerc esquissa un sourire de ceux qui écrasent sans remords. En quelques minutes, la vidéo se répandit sur Twitter, Instagram, TikTok, avec un hashtag qui surgit comme une étincelle. « Qui est Amélie Dubois ?» Paris commença à se poser une question. Qui était cette femme que le système voulait faire taire? Dans un café enfumé de la place du Tertre, Étienne Morel, un jeune journaliste indépendant, regardait la vidéo sur son téléphone. Ses lunettes rondes glissaient sur son nez, et son carnet, rempli de notes griffonnées, reposait sur la table. Étienne n'était pas un grand nom du journalisme, mais il avait un flair pour les histoires que personne ne voulait raconter. La vidéo de Lucie, déjà partagée des milliers de fois, lui donna un frisson. Quelque chose clochait. Pourquoi une femme sans antécédent, sans raison apparente, était-elle arrêtée avec une telle violence? Il tapa le nom d'Amélie Dubois dans une base de données publique. Rien, pas une trace, pas un dossier, pas une photo. Son instinct lui cria que ce n'était pas une simple arrestation. C'était une tentative d'effacement. Amélie fut conduite dans une salle d'interrogatoire au commissariat central, un lieu où les murs gris exhalaient une odeur de désinfectant et de désespoir. Une chaise en métal, vissée au sol, l'attendait. Vasseur défit ses menottes, les rattachant à une barre sur la table. Elle s'assit, droite, son regard fixé sur l'ampoule nue au plafond, une lumière crue qui faisait danser des ombres sur son visage. Leclerc entra, un dossier à la main, son sourire disparut, remplacé par une froideur calculée. « Tu veux revoir ta fille un jour ?» murmura-t-il, si près qu'elle sentit son souffle sur sa nuque. Amélie tourna lentement la tête, ses yeux rencontrant les siens. « Je veux un avocat, » dit-elle, sa voix plate, sans peur. Leclerc ricana, un son rauque, comme des cailloux roulant dans une boîte en fer. « Un avocat? Ici tu es seul. » Il pointa un coin de la pièce. « La caméra est en panne aujourd'hui. » Amélie ne répondit pas. Elle savait que les systèmes, même ceux qui semblaient contrôler tout, laissaient des traces. Elle les avait étudiés, disséqués, pendant des années. En tant qu'enquêtrice fédérale sous couverture, elle connaissait chaque faille, chaque mensonge que les puissants utilisaient pour se protéger. Leclerc ouvrit le dossier, en sortit un formulaire. « Signe ça. Possession de drogue,
6 mois de prison, 3 ans de sursis. Tu seras libre dans 2 mois si tu te tiens bien. Il tapa son stylo sur la table, un rythme impatient. Amélie ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur l'ampoule, comme si elle y voyait quelque chose que lui ne pouvait pas. À 2 étages de là, dans la salle de contrôle, un technicien fixait un écran où s'affichait « Signal perdu, caméra 2B ». Il tendit la main vers son talkie-walkie, mais un gardien lui tapa sur l'épaule. « Problème technique, ne t'en mêle pas ». Le technicien fronça les sourcils, mais obéit. Dans la salle d'interrogatoire, Leclerc fit signe à une femme, Madame Bisset, une civile aux cheveux en désordre, tenant un sac usé. Elle s'assit en face d'Amélie, évitant son regard. « Je l'ai vu, hier, sur le boulevard Barbès, avec un homme. Je me souviens, j'achetais des médicaments. » Bégaya-t-elle, sa voix mécanique, comme récitant un texte appris par cœur. Amélie la fixa, ses yeux comme des lames. « Êtes-vous prête à jurer sous serment ?» demanda Leclerc. Madame Bisset hocha la tête, mais son regard vacilla. Elle se leva précipitamment, quittant la pièce comme si elle fuyait un fantôme. Amélie parla, sa voix douce mais lourde. « Comment s'appelle votre fille, Madame Bisset ?» La femme s'arrêta net, ses lèvres tremblantes. « Sophie, murmura-t-elle, avant de disparaître. Leclerc referma la porte, ses ongles tapant sur la table. « Signe, ou je trouve d'autres témoins. » Amélie leva les yeux, son regard perçant le silence. La caméra est en panne, mais l'accord entre le ministère de la Justice et le Conseil de surveillance des détentions exige un enregistrement audio. Vous l'ignorez? Leclerc s'arrêta, son sourire s'effaçant. Il éclata de rire, mais le son était creux. Et qui va m'écouter? Toi? Amélie esquissa un sourire, le premier depuis son arrestation. Pas moi. Le système. La porte s'ouvrit soudain. Un gardien entra, murmura quelque chose à Leclerc, dont le visage blêmit. Amélie resta immobile, ses menottes froides contre ses poignets, mais ses yeux brillaient comme un phare dans la tempête. Elle ne dit rien, mais chaque seconde de son silence semblait faire trembler les murs. Dehors, la vidéo de Lucie avait atteint des millions de vues. Les Parisiens descendaient dans les rues, leurs pancartes brandies sur la place de la République, leurs cris résonnant dans les ruelles. Étienne, dans son petit appartement du Marais, tapait frénétiquement sur son clavier, cherchant des connexions. Il trouva un fichier crypté, marqué « Surveillance fédérale », lié à une opération secrète. Le nom d'Amélie n'apparaissait pas, mais un code clignotait. Agent Alpha, priorité absolue. Il referma son ordinateur, le cœur battant. Qui était cette femme que Paris voulait effacer? Dans un café bondé de Belleville, Lucie servait des expressos, son téléphone vibrant de notifications. Sa vidéo avait déclenché une tempête. Des messages affluaient, certains de soutien, d'autres menaçants. « Continue, Lucie », murmura-t-elle à elle-même, essuyant une tasse. Elle ne connaissait pas Amélie, mais elle savait une chose. Cette femme n'était pas une simple passante. À Montmartre, les pavés semblaient encore porter les traces de l'arrestation, comme si Paris elle-même refusait d'oublier. Et dans l'ombre, Amélie, menottée, silencieuse, attendait. Pas la justice, pas la liberté, mais le moment où le système, croyant la briser, se briserait lui-même sous le poids de ses propres mensonges. Dans la salle d'interrogatoire, l'ampoule nue jetait une lumière crue sur les murs gris, tachés par des années d'humidité et de secret. Amélie Dubois, assise sur la chaise en métal, les poignets encore entravés, fixait un point invisible au-delà de l'inspecteur-chef Roland Leclerc. Ses yeux sombres, calmes comme un lac gelé, ne trahissaient rien. Pas un tremblement, pas un soupir. Leclerc, appuyé contre le mur, faisait claquer son stylo contre la table, un tic nerveux qui trahissait son impatience. « Tu penses que ton silence va te sauver ?» lança-t-il, sa voix rauque, teintée d'une colère contenue. Il ouvrit un dossier, en sortit une feuille jaunie et la posa devant elle. « Signe ça. Confession de possession. Tu rentres chez toi avant l'aube. » Amélie ne baissa pas les yeux. Elle ne toucha pas la feuille.
Son silence, épais, palpable, semblait remplir la pièce comme une brume. Dehors, Paris bouillonnait. La vidéo de Lucie Garnier, la serveuse au chignon roux, avait enflammé les réseaux sociaux. Sur la place de la République, une foule s'amassait, pancartes à la main, scandant des slogans contre les abus policiers. Les néons des brasseries clignotaient, reflétant les visages fatigués mais déterminés des manifestants. Les klaxons des voitures, bloqués par la marée humaine, résonnaient dans la nuit. Lucie, dans son café à Montmartre, essuyait des verres derrière le comptoir, son téléphone vibrant sans cesse. Elle lisait les messages, des soutiens, des insultes, des appels à rejoindre la manifestation. Elle posa une tasse, le regard perdu. Qu'est-ce que j'ai déclenché? Murmura-t-elle, son souffle formant un nuage sur le verre. Elle ne connaissait pas Amélie, mais cette femme menottée, immobile face à Leclerc, semblait porter un poids qu'elle-même ne comprenait pas encore. À l'intérieur du commissariat, un étage plus bas, Fatima Benali, une archiviste aux lunettes épaisses, tapait frénétiquement sur son clavier. Ses doigts, agiles, dansaient sur les touches, cherchant dans les bases de données internes. Elle avait reconnu Amélie. Pas son nom, pas son visage, mais sa présence. Des années plus tôt, lors d'une formation sur la cybersécurité à l'École nationale de la magistrature, elle avait vu une femme, discrète, répondre à des questions techniques avec une précision chirurgicale. Était-ce elle? Fatima fronça les sourcils, ses lunettes glissant sur son nez. Une alerte clignota sur son écran. Accès refusé, fichier verrouillé. Elle cliqua encore, insistant, et un message apparut. Agent Alpha, niveau de sécurité 7, consultation interdite sans autorisation ministérielle. Son cœur s'accéléra. Elle referma l'écran, jetant un regard nerveux autour d'elle. Le bureau, éclairé par des néons blafards, était vide, mais elle sentait des yeux invisibles. Dans la salle d'interrogatoire, Leclerc perdait patience. Il appela mais Vincent Duval, un avocat aux cheveux gominés et au costume trop ajusté. Duval entra, une mallette en cuir à la main, un sourire mielleux aux lèvres. « Madame Dubois », commença-t-il, sa voix glissante comme de l'huile, « signez ce document, et tout ceci sera un mauvais souvenir. Pensez à votre fille. » Claire. Le nom fit tressaillir Amélie, mais son visage resta de marbre. Elle leva les yeux vers Duval, son regard perçant comme une aiguille. « Vous représentez qui, exactement ?» demanda-t-elle, chaque mot pesé, comme une flèche prête à être tirée. Duval cligna des yeux, déstabilisé. Leclerc intervint, tapant du poing sur la table. « Ça suffit. Signe, ou ta gamine passera la nuit en foyer. » Amélie inclina légèrement la tête, comme si elle étudiait un insecte. « Vous menacez une mineure sans mandat ?» Sa voix était douce, mais chaque syllabe portait une menace implicite. Leclerc se figea, son poing suspendu en l'air. À cet instant, Marc Dufresne, le jeune policier qui avait trouvé le sachet de drogue, entra dans la pièce. Ses mains tremblaient légèrement et son uniforme semblait trop grand pour lui. Il évita le regard d'Amélie, fixant le sol. « Chef, on a un problème. La vidéo, elle est partout. Les gens parlent d'une enquête fédérale. » Leclerc jura entre ses dents, froissant le formulaire dans sa main. « Une enquête fédérale? Pour une noire avec un sachet de poudre? Ridicule !» Mais ces mots sonnaient creux, et Marc baissa les yeux, ses joues rougissant sous la lumière crue. Amélie, toujours silencieuse, observa Marc. Elle nota la sueur sur son front, la façon dont ses doigts serraient nerveusement son ceinturon. Il savait quelque chose. Elle le voyait dans la tension de ses épaules, dans le tremblement de ses lèvres. Dehors, Étienne Morel, le journaliste, était assis dans un cybercafé du Marais, son ordinateur portable ouvert sur une page cryptée. Il avait contacté un hacker, connu sous le pseudonyme « L'Ombre », qui lui avait promis des informations sur Amélie. Les touches cliquetaient sous ses doigts et une fenêtre s'ouvrit, un fichier zip marqué « Opération phare ». Étienne cliqua, le cœur battant. Des documents défilèrent, rapports codés, noms effacés, mais un détail attira son attention. Une note mentionnait un agent infiltré,
travaillant sur des réseaux de corruption au sein de la préfecture de police. Pas de nom, mais une référence à Montmartre, datée de ce soir. Étienne referma son ordinateur, son souffle court. Il attrapa son carnet, griffonna. Amélie Dubois, agent fédéral. Il sortit du café, ignorant les regards curieux des clients, et se dirigea vers la place de la République, où la foule grossissait. Dans le commissariat, Fatima trouva un vieux registre papier, oublié dans un coin poussiéreux des archives. Elle feuilleta les pages, ses doigts noircis par l'encre. Une entrée, datée de 5 ans, mentionnait une opération conjointe entre la police et une agence fédérale. Un nom apparaissait, barré à l'encre noire, Alpha. À côté, une note manuscrite, ne pas archivée numériquement. Fatima sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle glissa le registre sous sa veste, éteignit sa lampe et quitta les archives, ses pas résonnant dans le couloir vide. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait de cette information, mais une chose était claire. Amélie n'était pas une simple citoyenne. Dans la salle d'interrogatoire, Leclerc changea de tactique. Il s'assit en face d'Amélie, croisant les bras. « Tu veux jouer les durs? Très bien. On a des témoins, des preuves. » Il fit signe à Marc, qui apporta un magnétophone. « On va enregistrer ta confession. » Amélie esquissa un sourire, si léger qu'il était presque invisible. « Vous savez que les enregistrements sans consentement explicite sont irrecevables devant un tribunal, article 226.1 du Code pénal ?» Leclerc ricana, mais son rire était forcé. « Tu crois que les lois s'appliquent ici ?» Amélie pencha la tête, son regard planté dans le sien. « Pas ici. Mais dehors, oui. » Elle fit un signe discret vers la fenêtre, où des éclats de lumière rouge et bleue dansaient, venant des gyrophares des voitures de police, appelées en renfort face à la foule. Marc s'agita, mal à l'aise. Il murmura à Leclerc, « Chef, les manifestants, ils bloquent la rue, on dit que Mediapart prépare un article. » Leclerc se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Mediapart, c'est fouineur. » Il se tourna vers Amélie, pointant un doigt accusateur. « C'est toi, hein? Tu as des contacts là-dedans? » Amélie ne répondit pas. Son silence, encore une fois, était une arme. Elle savait que chaque minute passée dans cette pièce affaiblissait Leclerc. Elle avait vu des hommes comme lui, des hommes qui pensaient que le pouvoir leur donnait tous les droits, mais elle connaissait aussi les failles du système, les caméras défectueuses, les enregistrements perdus, les dossiers mal archivés. Elle avait passé des années à les exploiter, à les retourner contre ceux qui croyaient la contrôler. À la place de la République, la foule scandait « Justice pour Amélie !» Les pancartes, écrites à la hâte, portaient des slogans en rouge, noir, bleu. Une adolescente, tenant la main de sa mère, pleurait en regardant la vidéo de Lucie sur son téléphone. Un vieil homme, béret vissé sur la tête, parlait à un journaliste de France 24, sa voix tremblante d'indignation. « Ce n'est pas la France que j'ai connue, » disait-il, ses mains serrant une canne. Lucie, arrivée sur place après son service, se tenait en retrait, son écharpe enroulée autour du cou. Elle aperçut Étienne, son carnet à la main, discutant avec un groupe de manifestants. Elle s'approcha, hésitante. « Vous êtes journaliste ?» demanda-t-elle. Étienne hocha la tête, ses lunettes reflétant les néons. « Vous êtes Lucie, celle de la vidéo ?» Elle acquiesça, nerveuse. « Je veux aider, cette femme. Elle n'a rien fait. » Étienne griffonna son numéro sur un bout de papier. « On va creuser, ensemble. » Dans le commissariat, un officier entra en trombe dans la salle d'interrogatoire. « Chef, le parquet veut un rapport. Il parle d'une enquête fédérale. » Leclerc blêmit, ses mains serrant le bord de la table. Amélie, toujours immobile, murmura « Vous devriez vérifier vos archives. » Les vieux dossiers papier, ceux qu'on oublie de numériser. Leclerc la fixa, ses yeux rétrécis. « Qu'est-ce que tu sais ?» Amélie ne répondit pas. Elle ferma les yeux, comme si elle méditait, et un souvenir lui revint. Claire, riant dans un parc, ses nattes volant au vent. Ce souvenir était son encre, sa force. Elle rouvrit les yeux,
son regard plus tranchant que jamais. « Vous avez jusqu'à minuit, dit-elle, sa voix si basse qu'elle semblait venir d'un autre monde. Après ça, le système parlera pour moi. » Leclerc quitta la pièce, claquant la porte. Marc resta, seul avec Amélie. Il s'approcha, hésitant. « Je ne voulais pas, murmura-t-il, si bas qu'elle l'entendit à peine. Amélie le fixa, son regard doux mais ferme. « Alors, fais ce qui est juste, répondit-elle. Marc recula, comme brûlé par ces mots. Il sortit, laissant Amélie seule, menottée, mais plus libre qu'eux tous. Dehors, la foule grossissait, les pancartes s'élevaient, et Paris, ville de lumière, semblait prête à exploser sous le poids d'une vérité que personne ne pouvait plus ignorer. Amélie, dans l'ombre, attendait, son silence plus puissant que 1000 cris. La lumière du palais de justice, filtrée par les vitraux centenaires, jetait des éclats dorés sur le marbre froid du hall. Amélie Dubois, debout, droite comme une statue, attendait dans une salle annexe, ses menottes enfin ôtées. Ses poignets portaient encore les marques rouges des entraves, mais son visage restait impassible, ses yeux fixant un horizon invisible. Dehors, Paris grondait. La place de la République, à quelques kilomètres, était devenue un océan de pancartes, de visages indignés, de voix scandant son nom. Les médias, de Le Monde à Mediapart, titraient sur l'affaire. Une innocente piégée? Les réseaux sociaux, eux, ne parlaient que du hashtag #, qui est Amélie Dubois, devenu un cri de ralliement. Amélie, pourtant, n'avait pas prononcé un mot depuis son interrogatoire. Son silence, comme une lame affûtée, avait déjà commencé à trancher les mensonges. Dans une salle d'audience, la procureure Sophie Laurent, cheveux blonds tirés en un chignon sévère, feuilletait un dossier épais. Ses lunettes cerclées d'acier glissaient sur son nez, mais ses yeux brûlaient d'une détermination froide. Elle avait été alertée par un courriel anonyme, envoyé depuis une adresse intraçable. Le message contenait des enregistrements audio, des captures de vidéos internes du commissariat et un fichier marqué « Opération phare ». Sophie avait écouté les enregistrements, la voix de Roland Leclerc ordonnant à Marc Dufresne de « placer le sachet » dans la voiture d'Amélie. Elle avait lu les rapports, découvert des transferts bancaires suspects vers l'avocat Vincent Duval et une note manuscrite, trouvée par Fatima Benali, mentionnant agent Alpha. Sophie referma le dossier, ses lèvres pincées. « Cette femme n'est pas une victime ordinaire », murmura-t-elle à son assistante, une jeune femme aux joues roses qui prenait des notes frénétiquement. À Montmartre, Lucie Garnier servait des cafés, son tablier taché de marques. Son téléphone, posé sur le comptoir, vibrait sans cesse. Sa vidéo, vue des millions de fois, avait transformé sa vie. Des journalistes l'appelaient, des inconnus l'arrêtaient dans la rue, certains pour la féliciter, d'autres pour l'insulter. Elle essuya une tasse, le regard perdu dans les volutes de vapeur s'élevant d'une cafetière. « J'ai juste filmé », murmura-t-elle, comme pour se convaincre. Mais elle savait que sa vidéo avait allumé une mèche, et Paris brûlait maintenant d'une colère contenue depuis trop longtemps. Étienne Morel, le journaliste, l'avait rejointe la veille, lui montrant un article qu'il préparait pour Mediapart. Le titre « Corruption à la préfecture, l'affaire Amélie Dubois ». Lucie avait hoché la tête, impressionnée par la ténacité d'Étienne. « Vous pensez qu'elle est... Quoi, une espionne ?» avait-elle demandé. Étienne avait souri, énigmatique. « Pas une espionne, une ombre. » Au palais de justice, Amélie fut conduite dans une petite pièce où Sophie l'attendait. La procureure posa le dossier sur la table, ses yeux scrutant Amélie comme si elle cherchait à percer un mystère. « Madame Dubois, » commença-t-elle, sa voix claire mais ferme, « vous n'êtes pas inscrite dans les registres publics. Pas de casier, pas d'adresse, rien. Pourtant, vous semblez connaître le système mieux que quiconque ici. Qui êtes-vous » Amélie croisa les bras, son regard calme rencontrant celui de Sophie. « Une citoyenne », répondit-elle simplement, sa voix douce mais lourde de sous-entendu. Sophie fronça les sourcils, mais un sourire fugace passa sur ses lèvres. «
une citoyenne qui fait trembler la préfecture. Amélie ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Les preuves, soigneusement rassemblées par ses soins, parlaient pour elle. Dans les archives de la préfecture, Fatima Ben Ali rangeait nerveusement des dossiers. Elle avait envoyé le registre papier à Sophie, glissé dans une enveloppe anonyme avec une copie numérique des fichiers qu'elle avait déverrouillés. Ses mains tremblaient encore. Elle avait agi dans l'ombre, craignant d'être découverte, mais une force en elle, un mélange de colère et de justice, l'avait poussée à agir. En quittant son bureau, elle croisa Marc Dufresne, le jeune policier. Il était pâle, ses yeux cernés, son uniforme froissé. « Vous saviez, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, sa voix brisée. Fatima s'arrêta, son regard dur. « Et vous, vous avez obéi. » Marc baissa la tête, ses poings serrés. « J'ai parlé à la procureure. J'ai tout dit. » Fatima hocha la tête, sans un mot, et s'éloigna. Marc resta seul, le poids de sa trahison pesant sur ses épaules comme une pierre. Dehors, la place de la République était un chaos organisé. Claire, la fille d'Amélie, se tenait au centre de la foule, un mégaphone à la main. À 9 ans, elle parlait avec une force qui faisait taire les murmures. « Ma mère n'a rien fait !» cria-t-elle, sa voix claire perçant le brouhaha. « Elle est forte, elle est courageuse, et elle ne pliera pas. » Les manifestants applaudirent, des larmes dans les yeux. Une femme, tenant une pancarte justice pour Amélie, pleurait en silence. Un homme, vêtu d'un gilet jaune, leva le poing, criant « On ne se taira pas !» Claire, les nattes dansant dans le vent, posa le mégaphone, son regard fixé sur l'horizon. Elle ne savait pas où était sa mère, mais elle sentait sa présence, comme une lumière dans l'obscurité. Au palais de justice, Sophie fit entrer Leclerc dans son bureau. Il entra, arrogant, son badge brillant sous la lumière. « Vous n'avez rien contre moi », lança-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Sophie posa un magnétophone sur la table et appuya sur play. La voix de Leclerc résonna, ordonnant à Marc de fabriquer des preuves. Son sourire s'effaça, ses mains tremblant légèrement. « Ce n'est pas recevable », bégaya-t-il. Sophie croisa les bras. « Avec le témoignage de Dufresne et les fichiers de l'opération phare, c'est plus que suffisant. » Leclerc s'effondra sur une chaise, son visage blême. Sophie se tourna vers la fenêtre, regardant la scène scintiller sous les réverbères. « Vous avez sous-estimé une femme, une erreur fatale. » Quelques heures plus tard, Amélie sortit du palais, ses pas résonnant sur les pavés. Elle portait un manteau noir, ses cheveux relevés en un chignon simple. Aucun journaliste ne l'attendait, car personne ne savait qu'elle était libre. Elle avait insisté pour partir discrètement, refusant les caméras, les micros, la gloire. Elle traversa le Pont-Neuf, l'air frais caressant son visage. À la place de la République, la foule continuait de scander son nom, ignorant qu'elle était déjà loin. Claire, entourée de manifestants, serrait la main d'une vieille femme qui lui offrait un chocolat chaud. Étienne, dans un coin, tapait son article sur son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Mediapart publierait l'histoire le lendemain, révélant les abus de Leclerc, les comptes offshore de Duval et les failles d'un système qui avait cru pouvoir écraser une femme. Amélie s'arrêta près d'un café du Marais, où Lucie servait toujours, son sourire fatigué mais sincère. Leurs regards se croisèrent à travers la vitrine. Lucie hocha la tête, un geste simple, plein de respect. Amélie répondit d'un sourire, puis continua son chemin. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, elle ne cherchait pas la vengeance. Elle avait fait ce qu'elle faisait toujours, laisser le système se détruire sous le poids de ses propres mensonges. À la préfecture, Fatima reçut une promotion discrète, son rôle dans l'affaire jamais mentionné publiquement. Marc, suspendu, rédigea une lettre de démission, ses mots pleins de remords. Sophie classa le dossier, mais garda une copie, au cas où. Paris, ce soir-là, semblait différente. Les néons brillaient plus fort, les pavés portaient encore l'écho des cris. Amélie marcha jusqu'à un parc, où elle s'assit sur un banc. Elle sortit une photo de Claire,
un cliché pris lors d'un été à Saint-Malo où elle riait sur la plage. Elle caressa la photo du bout des doigts, puis la rangea. Elle se leva, son ombre s'étirant sur l'herbe. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin de crier. Son silence avait suffi. Et Paris, ville de lumière, porterait désormais la marque de son passage, un rappel que la justice, parfois, n'a pas besoin de mots, mais d'une femme qui refuse de plier. L'histoire d'Amélie Dubois dans L'ombre silencieuse est bien plus qu'un récit de fiction. Elle est un miroir tendu vers notre société, un appel à réfléchir sur la justice, la résilience et le pouvoir du silence face à l'oppression. À travers son parcours, marqué par une arrestation injuste, des accusations fabriquées et une lutte silencieuse contre un système corrompu, Amélie incarne des valeurs profondément ancrées dans la culture française. La quête de justice, l'honneur de la résistance et la dignité dans l'adversité. Mais, au-delà de son contexte parisien, cette histoire porte des leçons universelles, applicables à chacun de nous dans nos vies quotidiennes. Dans cette réflexion, explorons les enseignements tirés de cette œuvre et comment ils peuvent guider nos actions dans un monde souvent marqué par l'injustice et les défis. La force du silence comme résistance. L'un des aspects les plus frappants d'Amélie est son silence. Face aux provocations de l'inspecteur-chef Leclerc, aux pressions de l'avocat Duval et même aux regards curieux de la foule, elle choisit de ne pas parler, de ne pas céder à la colère ou à la peur. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais une arme. En France, où l'éloquence et le débat sont des piliers culturels, le choix d'Amélie de se taire peut sembler paradoxal. Pourtant, il reflète une vérité profonde. Parfois, la retenue est plus puissante que les mots. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des situations où la colère ou l'impulsivité nous poussent à réagir immédiatement. Une dispute avec un collègue, une critique injuste, une provocation sur les réseaux sociaux. Ces moments nous testent. Amélie nous enseigne qu'un silence stratégique, réfléchi, peut désarmer l'adversaire et nous donner le temps de rassembler nos forces. Leçon pratique. Face à une injustice ou une provocation, prenez une pause, respirez, observez et pesez vos mots. Comme Amélie, laissez votre silence parler, en attendant le moment opportun pour agir. Par exemple, dans une discussion professionnelle tendue, au lieu de répondre impulsivement, prenez le temps d'écouter et de formuler une réponse qui reflète votre force intérieure. La résilience face à l'injustice, Amélie, menottée, humiliée devant sa fille Claire, ne cède jamais au désespoir. Sa résilience est un écho des héros de la résistance française, ces figures qui, face à l'oppression, ont tenu bon avec courage et dignité. Dans le contexte parisien, où les manifestations pour la justice sociale, comme celle des Gilets jaunes ou contre les violences policières, sont fréquentes, l'histoire d'Amélie résonne fortement. Elle nous rappelle que l'injustice, qu'elle soit personnelle ou systémique, demande une endurance mentale et émotionnelle. Amélie ne se bat pas seulement pour elle, mais pour sa fille, pour Lucie, pour tous ceux qui, comme elle, ont été victimes d'abus de pouvoir. Leçon pratique. Dans nos vies, nous faisons face à des injustices, grandes ou petites, une promotion refusée injustement, une discrimination subtile ou même des jugements hâtifs. La résilience d'Amélie nous invite à ne pas nous laisser définir par ces épreuves. Trouver un ancrage, une valeur, une personne aimée, un objectif qui vous donne la force de continuer. Par exemple, tenez un journal pour exprimer vos frustrations et transformer vos émotions en motivation pour agir de manière constructive. Le pouvoir de la communauté. L'histoire ne repose pas seulement sur Amélie. Lucie, la serveuse qui filme l'arrestation, Étienne, le journaliste qui creuse la vérité, Fatima, l'archiviste qui risque son poste, et même Claire, la petite fille qui rallie la foule. Tous jouent un rôle crucial. Ce collectif incarne l'esprit français de solidarité, rappelant les grandes manifestations historiques de mai 68 aux marches pour l'égalité. En France, la communauté est une force, un tissu social où les individus, même ordinaires, peuvent changer le cours des événements. La vidéo de Lucie, devenue virale, montre le pouvoir des réseaux sociaux dans notre époque,
où une action individuelle peut déclencher un mouvement collectif. Leçon pratique. Ne sous-estimez jamais votre impact. Comme Lucie, un geste simple, partager une information, soutenir une cause ou écouter un ami peut avoir des répercussions profondes. Engagez-vous dans votre communauté, que ce soit en participant à une association locale, en soutenant une pétition ou en partageant une histoire qui mérite d'être entendue. Ensemble, nos petites actions tissent un filet de changement. La confiance en un système plus grand, Amélie, c'est que le système, bien que corrompu à certains niveaux, a des failles qu'elle peut exploiter. Sa connaissance des lois, des procédures et des archives lui permet de retourner la situation contre ses oppresseurs. Cette confiance dans les institutions, même imparfaites, reflète une valeur française, la croyance en la République et ses idéaux de justice. Amélie ne cherche pas à détruire le système, mais à le forcer à se corriger. Cela nous rappelle que, même dans un monde imparfait, il existe des leviers pour faire entendre la vérité. Leçon pratique. Informez-vous sur vos droits et les ressources disponibles. Que ce soit dans un contexte professionnel, juridique ou social, la connaissance est une arme. Par exemple, si vous faites face à une injustice au travail, renseignez-vous sur les lois du travail françaises ou consultez un syndicat. Comme Amélie, utilisez les outils du système pour défendre votre cause. La dignité dans l'adversité. Enfin, Amélie incarne la dignité. Même menottée, insultée, elle reste droite, son regard ne vacille pas. Cette dignité est un trait cher à la culture française, où l'honneur personnel et la droiture morale sont valorisés, de Victor Hugo à Simone Veil. Elle ne cherche ni la gloire ni la pitié. Elle agit pour la justice, pour Claire, pour elle-même. Cette dignité inspire, car elle montre que l'on peut rester fidèle à soi-même, même dans les pires moments. Leçon pratique. Cultivez votre dignité intérieure. Face à une humiliation ou une épreuve, rappelez-vous vos valeurs. Tenez-vous droit, non pas par orgueil, mais par respect pour vous-même. Par exemple, face à une critique injuste, répondez avec calme et assurance, comme Amélie face à Leclerc, montrant que votre valeur ne dépend pas des jugements d'autrui. L'ombre silencieuse n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à l'éveil. Amélie Dubois nous montre que le silence peut être une arme, la résilience une force, et la communauté un levier. Dans nos vies, nous pouvons tous être des Amélie, des Lucie, des Étienne. Chaque jour, nous avons l'opportunité de résister à l'injustice, de soutenir les autres et de défendre la vérité. Que cette histoire vous inspire à agir, à réfléchir, à ne jamais baisser les bras. Si cette réflexion vous a touché, aimez cette vidéo pour montrer votre soutien à ces valeurs de justice et de dignité. Partagez-la avec vos amis, votre famille, pour que l'histoire d'Amélie inspire d'autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui éclairent notre monde. Et laissez un commentaire ci-dessous. Que vous inspire Amélie? Quelles leçons tirez-vous pour votre propre vie? Ensemble, faisons entendre nos voix, ou parfois, comme Amélie, notre silence.